Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le grand débat, je le disais, avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Pierre-Henri, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association France Fraternité. Vous êtes aussi ancien directeur général de France Terre d'Asile pendant des années. Vous l'avez été. Évidemment, si je vous pose cette première question d'abord, si je vous pose une première question, ce sera plutôt celle-ci. Êtes-vous surpris d'apprendre que la Pologne s'apprête à lancer un référendum sur l'immigration ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce vraiment un référendum sur l'immigration ou est-ce un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne? Parce que la question telle qu'elle est posée, d'ailleurs, de façon concomitante avec l'organisation d'élections législatives en Pologne est tout de même assez particulière, puisqu'on demande aux Polonais s'ils sont d'accord pour accueillir des migrants illégaux venant d'Orient et suite à une politique de la bureaucratie européenne. Donc, manifestement, le pouvoir polonais se sert de la question migratoire pour espérer sans doute une valorisation de ses résultats aux élections législatives. Et puis la Pologne, depuis des années, est en combat avec l'Union européenne sur la question de la solidarité européenne. C'est-à-dire que le sujet, c'est lequel? C'est en fait l'Union européenne veut répartir la charge des demandeurs d'asile arrivant sur le territoire européen entre tous les États. Voilà, et ça s'appelle la solidarité. C'est pas l'auberge espagnole. Effectivement, vous avez raison d'ailleurs de souligner la formulation de la question formulée par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki en ces termes précis. Soutenez-vous, je cite, l'admission de milliers d'immigrants illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique dans le cadre du mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne. C'est comme si vous demandez à vos enfants s'ils veulent manger des haricots verts alors qu'ils ont des pâtisseries devant les yeux. Effectivement, vous êtes sûr qu'avec cette manière de poser la question, vous espérez un non. On est d'accord ? Eh ben, évidemment, évidemment. Donc voilà, la Pologne fait un peu comme la Hongrie, entre en sécession au sein de l'Union européenne et rejoint le groupe de Visegrad, c'est-à-dire les anciens pays de l'Est, et qui sont vent debout contre la politique européenne. Mais moi, je rappelle quand même que la Pologne, au passage, c'est un pays d'émigration. Quand la Pologne adhère à l'Union européenne, c'est près de 2 millions de Polonais qui s'en vont de Pologne, principalement d'ailleurs vers la Grande-Bretagne et vers l'Irlande. Et que la Pologne accueille aussi un certain nombre de migrants. Mais ils viennent des pays limitrophes, c'est-à-dire l'Ukraine, alors beaucoup plus depuis le déclenchement de la guerre, la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, et curieusement aussi beaucoup d'Asiatiques. Oui, vous faites bien de le souligner d'ailleurs, parce que c'est faux de dire que la Pologne est fermée à l'immigration. D'ailleurs, la Pologne a accueilli à bras ouverts des millions de réfugiés ukrainiens. Mais pour le coup, et ce que précise le Premier ministre, c'est qu'il ne veut pas voir arriver en fait des Syriens ou des Africains très concrètement. Donc il veut choisir ces immigrés, ce qui est quelque chose, enfin de le poser comme ça, c'est une première de faire un référendum en des termes aussi précis. J'aimerais qu'on demande l'avis à toutes nos vraies voix qui sont avec nous. Au premier chef, d'ailleurs, Benoît, qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis Limoges. On vous avait pas oublié, Benoît. Vous vous disiez justement, un référendum, vous en voudriez bien en France, mais alors pas sur ce sujet. Pourquoi pas sur ce sujet, sur l'immigration en tant que telle déjà ? Eh ben, déjà, je pense que pour organiser un référendum, il faudrait que les gens y soient correctement informés, et je pense que c'est plus le cas en France, puisque c'est beaucoup des journaux d'opinion. On voit la poussée de l'extrême droite, donc forcément, un référendum sur l'immigration aurait une réponse pas forcément dans le bon sens. Moi, je suis pas contre l'immigration. Je pense qu'il faudrait déjà, avant il faudrait peut-être réfléchir à certaines choses. Quand on voit les OQTF
SNCF, il y en a à peine 5% qui sont... Les obligations de quitter le territoire français. À peine 5% de réalisés. Peut-être que le droit d'asile a été largement dévoué aussi. Donc il y a peut-être d'autres choses à faire. Écoutez, on va en parler avec vous aussi et avec notre invité. On parle d'immigration, mais comme par hasard, c'est surtout l'immigration qui vient d'Afrique. Effectivement, alors si je le dis, c'est parce que c'est effectivement la question, les termes en lesquels la question est posée du côté de la Pologne. Tiens, tour de table autour de nous avec nos trois vraies voix. Jean-Luc Benamias d'abord, tiens, en duplex depuis le sud-est. Vous n'êtes pas surpris non plus par la formulation d'une telle question ? Mais non, mais la formulation n'a aucun sens. L'Union européenne, je le rappelle, d'abord, c'est pas une bureaucratie, c'est pas une décision d'une bureaucratie. L'Union européenne, c'est un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, plus un Parlement européen, plus une Commission européenne qui est en partie élue par le Parlement européen. Donc ça n'a rien à voir avec une bureaucratie. La décision, on a le droit de pas être d'accord avec une décision, mais c'est dans ces cas-là. Le référendum que devrait faire la Pologne, c'est est-ce que nous quittons ou nous restons dans l'Union européenne? C'est pas open bar, l'Union européenne. C'est très long. C'était une discussion qui durait depuis 2019. Donc à un moment donné, les pays, les délégations des pays, les ministres des différents pays se sont mis d'accord sur cette décision. Ce qui gêne encore plus la Pologne et aussi la Hongrie, c'est que derrière cette décision d'accepter ou de ne pas accepter, c'est qu'effectivement, si vous n'acceptez pas, à chaque refus, vous paierez 20 000 euros. 20 000 euros pour le refus que vous ferez d'une personne issue de l'Orient ou issue de l'Afrique. Voilà, tout ça il n'a pas vraiment beaucoup pour moi, ça n'a pas de sens. Des référendums, comme dit notre ami de Limoges, faut que ça résonne de manière précise en France, sur des informations extrêmement précises. Il a donné les exemples, je ne les donne pas. Là, sur la migration, je termine là-dessus, hein, c'est une provocation du dirigeant polonais. Il s'occupe uniquement de son élection législative. Notre ami d'Aix-France Terre d'Asile l'a rappelé tout à l'heure, l'élection législative sera bien plus prioritaire pour lui, pour garder la majorité en Pologne. Pierre-Henri, qui est aujourd'hui président de l'association France Fraternité et ancien directeur général de France Terre d'Asile. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants. D'abord, la parole à Corinne Tapiron. On est là pour débattre aussi. Vous n'êtes pas d'accord, manifestement, avec Jean-Luc Benamias, Corinne. Non, sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, on a toujours tendance à estimer les situations dans un pays au regard de notre mode de fonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas un référendum qui recueillerait un oui. Quelle que soit la question qu'on va poser, ce sera non, parce que c'est non-gouvernement, c'est toujours non à quelque chose, à une question qui n'est pas posée. Donc déjà, le sujet en lui-même, il ne s'oppose pas en France. Le peuple polonais, qui est un peuple parmi les peuples européens, se sent légitime à avoir le choix de l'existence qu'il veut mener. Donc je pense bien sûr que derrière, il y a des échéances électorales, comme dans tous les pays, personne n'est dupe, mais il n'en demeure pas moins qu'il donne en tout cas l'impression à sa population, à son électorat ou à ceux qui ne sont pas ses électeurs, de leur proposer de choisir leur destin. Donc partant de là, c'est un choix politique qu'il assume parfaitement, et je ne vois pas en quoi ça le coupe de l'Europe. Alors on va en parler dans un instant. C'est à peu près insensé. Alors le fait qu'il précise effectivement ces ethnies qu'il ne veut pas, c'est précisément parce que la Pologne est un peuple profondément européen dans le sens de la culture européenne judéo-chrétienne, et qu'ils ne veulent pas être envahis, entre guillemets, de populations qui auraient des pratiques religieuses différentes, ainsi qu'ils le présentent en tout cas, qui pourraient s'imposer à eux. En fait, c'est ça leur lecture. Hein. En tout cas, ils veulent bien des immigrés, mais à condition que ce soit des immigrés ukrainiens et pas des immigrés africains ou alors syriens, par exemple. Ça vous choque ou pas, vous, Mathieu Hoc ? Non, pas du tout. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que le drame de l'Europe, en fait, c'est justement de refuser à ce que les États membres fassent des référendums, parce que ça donne le sentiment que l'Union européenne se constituerait contre la volonté des peuples européens. Or, ça n'a pas vocation à être le cas. L'Europe est un espace démocratique et doit le rester. Et en l'occurrence, ici, il faut qu'on respecte le choix, même si c'est lié à une tactique politique qu'on aura tous deviné de la part du leader polonais. Mais il faut respecter le choix de la Pologne de vouloir choisir son immigration plutôt que de la subir. Pour ce qui est de ce qui nous concerne en France, en tout cas, sur la question du référendum qui nous est posé, je pense que ça dépend en fait de quel objectif on veut. Un référendum, ça a pas véritablement sa vocation à trancher deux questions. La première, c'est de lever un blocage institutionnel au Parlement, dans cette droite lignée de ce qu'avait terrorisé le général de Gaulle et Michel Debré sur le rationalisme le parlementarisme rationalisé, etc. Donc c'est de trancher un blocage institutionnel. Et après, le deuxième point pour faire un référendum, c'est de faire une grande consultation sur un choix
du peuple pour qu'on puisse justement avoir le peuple puisse s'exprimer en faveur d'une idée. Si la question qu'on pose, c'est est-ce que vous voulez réguler les flux migratoires en France, je pense qu'on a déjà la réponse. On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Les différentes enquêtes d'opinion nous montrent, et elles sont assez stables, nous montrent que 75% des Français, au moins à peu près entre 75 et 80%, font de l'immigration un sujet, et de la régulation de l'immigration un sujet de préoccupation. Sachant que le terme régulation de l'immigration est suffisamment vague d'ailleurs pour que n'importe qui puisse y répondre à la manière qui lui convient. Revenons avec... Il n'y a pas de possibilité de réguler l'immigration. Tout le monde le sait aujourd'hui et l'ensemble des pays le savent. Après, savoir comment on fait pour mieux accueillir et accueillir convenablement et aider les pays en sous-développement ou mal développés à pouvoir en sortir et pour qu'il n'y ait pas de désespérance telle qu'elle existe en Afrique et largement en Syrie et en Irak. Voilà la question. Mais la question de vouloir réguler l'immigration, quand les gens sont prêts à mourir en mer... C'est ce qui se passe justement, et y compris c'est ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement il y a quelques heures dans la Manche avec ce naufrage qui a causé la mort de plusieurs demandeurs d'asile afghans qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Pardon et de m'inscrire en faux malgré tout avec ce que vous avez dit, Jean-Luc Benhamia, parce que de facto c'est ce que fait la France, tenter de réguler l'immigration. Sinon il n'y aurait pas de... La réponse de Pierre-Henri justement sur ce sujet. Parce que si on n'essayait pas de la réguler, il n'y aurait pas de QTF, d'obligation de quitter le territoire français, il n'y aurait pas de demande de visa, et ainsi de suite. Oui, mais bien sûr, mais le mot derrière le mot régulation se cache évidemment une politique publique. Mais il faut savoir de quoi l'on veut parler, échanger. Si on veut poser une question binaire à laquelle on va répondre par oui ou par non, est-ce que vous voulez réguler les flux migratoires, ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens et c'est le but d'un référendum. Effectivement, moi je suis pour la mise en œuvre d'une grande convention citoyenne sur la question migratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des citoyens tirés au sort pourraient pendant un temps certain, au minimum 6 à 8 mois, sur le mode des conventions pour le climat ou sur la fin de vie, pourraient débattre utilement de cette question, parce qu'effectivement, il faut en débattre. Ça pose un certain nombre de questions de politique d'intégration, de moyens pour la politique d'accueil, de solidarité à l'intérieur de l'Union, et c'est une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre par plaisir, pour faire plaisir aux populistes, par oui ou par non. Ça, c'est simple, c'est des propos de comptoir. Ça n'a pas grand intérêt. Par contre, que l'on s'interroge sur les politiques publiques. Par exemple, vous parlez de la Manche et du drame qui est survenu il y a encore 24 heures. Écoutez, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire. Vous avez une politique publique qui est là totalement en échec. En 2018, vous aviez un peu moins de 1000 passages du chenal de la Manche vers l'Angleterre. En 2022, vous en avez 45 000. Depuis le début de l'année 2023, vous en avez près de 20 000. Alors que les moyens technologiques, les moyens en effectif n'ont jamais été aussi importants. Donc, il faut sans doute s'interroger sur cette politique migratoire et retenir qu'il n'y a pas qu'une seule cause à cette migration, par exemple, vers l'Angleterre. Il y a bien sûr les mafias sur lesquelles il faut agir, contre lesquelles il faut agir, mais il y a également la politique que nous menons sur le territoire, où vous avez un certain nombre de personnes qui sont déboutées du droit d'asile, par exemple, des Afghans, qu'on ne renvoie pas en Afghanistan. Et qui du coup tentent leur chance ailleurs, c'est ça? Eh bien, qui tentent leur chance ailleurs. Et puis par ailleurs, vous avez la Grande-Bretagne qui paye la France pour faire la police à ses frontières et qui n'a pas de voie de migration légale. Ce qui est important de le souligner, d'ailleurs, je vais redonner la parole à nos autres vraies voix, mais c'est vrai que quand on parle des passages par la Manche, ce sont des demandeurs d'asile ou alors même des migrants, en tout cas qui tentent de quitter la France pour aller en Grande-Bretagne. Ça n'arrive jamais, si j'ose dire, dans le sens inverse. Corinne Tapiro.
Non, moi, je voudrais réagir sur les conventions citoyennes. Enfin, écoutez, on a un Parlement composé de gens qui ont été élus démocratiquement. Alors, ceux qui n'ont pas voté, tant pis pour eux, ils avaient qu'à y aller. Donc, c'est à eux de discuter de cette politique. Et en tout cas, pas ces conventions citoyennes faites de gens soi-disant tirés au sort, mais qui sont plutôt triés sur le volet pour produire une réponse conforme aux attentes. C'est un petit peu comme les questions des sondages quand on veut faire quelque chose à quelqu'un. Ben non, mais moi je suis profondément contre. Excusez-moi, je ne vous ai pas du tout interrompu, monsieur. D'autre part, on se rend bien compte aujourd'hui que s'il y a eu cette augmentation de ce qu'on appelle pudiquement des migrants, mais qui sont pour beaucoup des clandestins, qui arrivent sur des bateaux plus ou moins déclarés, voire pas déclarés, affrétés par des mafias. Donc forcément, il y a une vraie problématique. Et cette problématique, elle est induite par le laxisme qui règne sur les terres d'accueil. Que ce soit en Angleterre, d'ailleurs l'Angleterre vient de prendre des positions disant qu'ils vont réviser cette façon d'accueillir aussi toutes ces personnes. Donc il y a quand même des questions qui se posent qu'on ne peut pas ignorer et c'est vraiment inquiétant qu'il y ait autant de passeurs. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas eu un bateau d'Afghanes parce qu'elles sont vraiment très opprimées dans ce pays et dans le plus grand silence de la communauté internationale. Vous avez raison. Pierre-Henri. Oui, vous avez raison sur évidemment le martyre que vivent les Afghanes et qui ne peuvent pas sortir du pays, qui sont prisonnières chez elles. C'est évidemment que vous avez une migration afghane qui est d'abord une migration de jeunes gens, de jeunes hommes, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que il ne faut pas mépriser ces conventions citoyennes qui, contrairement à ce que vous dites, ne sont pas des gens qui sont triés sur le volet. Il s'agit d'essayer de débattre de cette question de manière non passionnelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Alors tiens, justement, mais c'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais en même temps recentrer le débat. Puisqu'on parlait d'un référendum au début de ce débat, en tout cas Pierre-Henri. Pourquoi justement ne pourrait-on le faire dans une campagne électorale et pourquoi ce serait forcément une manière passionnelle de l'aborder par un référendum? Sans poser la même question qu'en Pologne, hein, j'entends bien. Oui, mais sauf que vous arriverez au même résultat. Regardez ce qui se passe depuis le début de l'année autour du projet de loi sur l'immigration du gouvernement. C'est-à-dire c'est à qui fera la déclaration la plus provocatrice entre courant les uns et les autres, courant derrière d'ailleurs le Rassemblement national, entre M. Retailleau, M. Ciotti et Mme Le Pen. C'est une course sans fin. Mais après tout, ils ne sont pas majoritaires pour l'instant, en tout cas. Et de toute façon, poser la question n'est pas forcément y répondre. En marche, c'est pareil, il n'y a pas de Pierre-Henri. consensus. Pardon ? Au sein de Corinne Tapiro, vous avez remarqué, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'y avait pas nécessairement de consensus au sein de la majorité présidentielle, ce qui est vrai aussi. Vous avez des positions un peu différentes d'un côté à l'autre du parti majoritaire. Tiens, peut-être la parole à Mathieu Hoc, le gaulliste de la table. Bon, évidemment, vous aimez bien les référendums en général, mais au-delà du référendum, est-ce qu'on est certain que si on posait une question aux Français aujourd'hui sur l'immigration, ils répondraient forcément non? C'est même pas sûr. Moi, je pense honnêtement que si vous posez la question en ce sens-là, est-ce qu'il faut limiter l'immigration, les gens répondront oui. Pour moi, c'est assez clair. Limiter au sens accueillir moins de personnes. Accueillir moins de personnes, en volume. Est-ce que c'est faisable maintenant pour avancer un petit peu dans le débat? Ensuite, effectivement, moi, je veux pas me prononcer sur la discussion en fait politique du sujet. Là où je suis d'accord avec gros chose de ce qui a été dit, mais notamment de ce que disait Pierre-Henri. De ce qu'a dit Pierre-Henri, mais là où il a raison, c'est qu'il faut porter le débat au niveau de la politique publique. Et moi, je trouve on peut justement pas laisser croire aux Français et aux Européens d'un point de vue plus global qu'en termes de politique publique, on ne peut pas réguler ce qu'on appelle les flux migratoires. Est-ce qu'on va réguler les flux au sens du Haut Commissariat réfugiés, 100 millions de personnes qui se déplacent, etc. Non, personne ne régulera ça. Par contre, aux frontières européennes et aux frontières françaises, on est capable, il y a des outils, que ce soit européens
et ou français nationaux qui permettront d'y répondre. Par exemple, sur la question des flux en entrée, on est capable de pouvoir avoir une politique de coopération commune au niveau des consulats, des différents consulats européens pour recueillir les demandes d'asile dans les consulats. Ça permet justement d'éviter le phénomène que vous avez très justement décrit, qu'il y a 95 000 déboutés du droit d'asile qui ne sont pas expulsés, alors qui sont en situation irrégulière. Et le deuxième point, c'est en sortie, il y a un terme qui a été prononcé qui est très juste, c'est le 5%, enfin un chiffre, les 5% d'exécution des OQTF qui ne sont pas exécutés. C'est ce que disait Benoît depuis Limoges, au 0826 360. De Limoges. Et moi là-dessus, nous on a formulé dans notre think tank justement une vingtaine de propositions dédiées aux obligations de quitter le territoire français. Ce sera justement, ma dernière question pour Pierre-Henri, pour conclure ce débat malheureusement. Pierre-Henri, revenons sur mais ce qui est un abcès de fixation du débat sur l'immigration en France, si j'ose dire, depuis plusieurs mois, même maintenant 2 ans, et la campagne présidentielle. La non-exécution des obligations de quitter le territoire français. Est-ce que la France a les moyens de les faire appliquer, ces OQTF ? Mais quand on parle des obligations à quitter le territoire, il faut peut-être aussi regarder ce que font nos voisins. Et je pense particulièrement à nos voisins allemands, qui ne sont pas particulièrement laxistes en la matière, simplement qui ont une politique beaucoup plus sélective. Nous, en France, la politique de QTF, ça consiste à lancer un grand filet et puis à ramener des gens dedans, mais avec une grande incertitude juridique. C'est ainsi que nous avons près de 120 000 OQTF en France, et effectivement, le taux d'exécution doit être aux alentours de 15 à 20 000. C'est-à-dire quasiment rien. Chaque année. Oui, et bien en Allemagne, figurez-vous que le nombre d'OQTF est de 50 000, mais que l'exécution de ces OQTF est environ à 50%. Parce que tout simplement, ces OQTF, elles sont un petit peu plus ciblées. Et par exemple, nos amis allemands ont instauré une carte de séjour pour les personnes que l'on ne veut ou que l'on ne peut renvoyer, parce que les consulats, les ambassades des pays d'origine ne veulent pas délivrer de laissez-passer, ou tout simplement parce qu'on n'a pas de relation avec le pays d'origine, par exemple l'Afghanistan. Et donc, ils ont mis en place un titre de séjour temporaire qui s'appelle un titre de séjour de tolérance, mais qui fait que les gens en question sont inscrits dans un système de droit. Et donc, quand on regarde la politique qui est menée autour des OQTF, voilà une politique publique qui mérite d'être révisée, parce qu'en réalité, on fait beaucoup d'annonces autour de ces OQTF qui, dans un certain nombre de cas, de toute façon, ne peuvent pas être exécutées parce que juridiquement, elles sont mal fondées, ou parce que, tout simplement, il y a impossibilité de le faire avec le pays d'origine. Donc, voilà un sujet sur lequel nous devrions, ensemble, et de manière très large, nous pencher de manière à dessiner un consensus. Un dernier mot, en quelques secondes, je comprends ce qui a été dit. Moi, je pense honnêtement que, et ce qu'il faut regarder dans les OQTF, dans la politique publique des OQTF, c'est les verrous qui sont liés aux OQTF. Il y en a plusieurs, des verrous qui sont juridiques, parce qu'il y a une décision de justice quand il y a un recours, des verrous administratifs qui est lié à la procédure administrative dans les préfectures. Et là-dessus, on a travaillé dessus. Et aussi, et là vous l'avez très justement dit, et c'est ce qui explique la différence entre la France et l'Allemagne, c'est l'action diplomatique. Et là, la France ne mène pas une action diplomatique volontariste vis-à-vis des pays africains notamment et maghrébins. Et on en reparlera, quoi qu'il en soit, sur Sud Radio. Peut-être avec vous également, Jean-Luc Benamias. J'aimerais qu'on remercie notre invité, Pierre-Henri, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Président de l'association France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile pendant des années. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous aussi, Benoît, depuis Limoges. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Avant de recommencer à débattre, avant de prendre des nouvelles des vignerons qui s'inquiètent à l'approche de la grêle, on va essayer de tester votre suivi de l'actualité sur Sud Radio. C'est dans un instant.